Ce qui s'est passé cette nuit-là m'a laissé une séquelle immense, un souvenir impossible à oublier, tous ces cauchemars qui chaque nuit me rappellent distinctement ce qu'il s'est passé cette nuit de novembre. Les docteurs m'ont dit que cette histoire me permettrait de calmer les cauchemars. C'est pour cela que j'écris maintenant, à la fois comme guérison, mais aussi comme investissement. Pour vous. Il y a 4 ans de cela, j'avais trouvé dans le quartier de Montmartre, à Paris, un petit loft sous les toits. L'endroit avait été chaleureux. J'y étais à l'étroit, mais je m'y sentais bien. De plus, il y avait de la place pour accueillir mon fils, Jérémie. Sa mère nous avait quittés lors d'une fausse couche. J'ai donc décidé de déménager, à une 20aine de kilomètres de chez nous, pour oublier ce douloureux passé. Le jour de l'aménagement arriva. « Ce soir, on dort dans notre nouvelle maison !» ne cessai-je de répéter à Jérémie. Le quartier de Montmartre était des plus sympathiques. Ses terrasses de café, ses peintres et ses puits, ses artistes de rue. Un en particulier attira mon attention. Il proposait de raser les hommes qui le souhaitaient à l'ancienne. Vous savez, avec ses rasoirs dépliants. Une foule immense entourait celui qui se surnommait Razor Jim. Avec Jérémie, nous nous arrêtâmes un moment afin de pouvoir admirer les œuvres de ce prodige du rasoir. L'une de ces pancartes précisait qu'il était dans la capacité de raser d'un trait doux et au plus près de la peau en moins de 2 minutes. Un courageux se proposa enfin, la barbe broussailleuse. Il s'assit sur le fauteuil. C'est alors que Jim commença son travail. Et en effet, en moins d'1 minute 30, il avait entièrement rasé cet homme. Tout le monde autour de lui applaudit. Et moi-même, je ne m'en cachais pas. Mais alors qu'il faisait ses révérences, il leva sa tête dans ma direction. Il laissa graver au fond de mon cœur un regard et un sourire aussi glacial que le vent qui commença à souffler. J'eus même l'impression qu'il s'était mis à rire, sournoisement, sarcastiquement, alors que je lui tournais le dos pour rentrer dans mon nouveau chez-moi. À partir de ce moment, j'avais comme l'impression que tout allait basculer. 2 jours après que nous nous soyons installés, des phénomènes étranges débutèrent. Jérémie me disait qu'il voyait, lorsqu'il s'endormait dans sa chambre, un monsieur penché au-dessus de son lit, qui le regardait. Pour moi, ce n'était qu'un mauvais rêve et rien de plus, bien qu'il était vrai que moi-même je ressentais comme une personne dans mon dos. Pour me rassurer, je nous répétais à Jérémie et moi que ce n'est que maman qui veille sur nous. Il en était moins convaincu que moi. Chaque matin, j'ouvrais les volets, et chaque matin, en bas de chez nous, je le voyais. Razor Jim, assis dans son fauteuil de cuir délabré, attendant qu'un client vienne se faire couper les poils. Mais chaque matin, il était là, à me regarder, le sourire aux lèvres, ouvrant et fermant son rasoir d'argent, jouant avec. Mais je ne faisais que l'ignorer. Du moins, je tentais. Et chaque matin, Jérémie continuait de me parler de la personne qu'il voyait dans sa chambre. Mais il ne semblait pas vraiment en avoir peur. Il me disait qu'il chantait une berceuse pour l'endormir. Et moi, comme un coup, je pensais que c'était un rêve. Mais une nuit, je fus éveillée par un souffle d'air froid. Je regardais la chaudière. Elle ne s'était pas arrêtée. Puis j'entendis des pleurs venant de la chambre de Jérémie. Je m'y précipitai, tenant mon peignoir le plus fermé possible, et j'ouvris la porte. La fenêtre était grande ouverte, et les rhinos nageaient dans l'air, comme 2 ombres envoûtantes. Je pris Jérémie dans mes bras, fermai le volet, puis la fenêtre, et c'est là que la peur m'envahit. Je vis, dans le reflet de la vitre, comme 2 yeux brillants dans l'armoire derrière moi. Je me retournai brusquement. Il n'y avait rien. Rien, oui, mais quelque chose avait ouvert les volets et la fenêtre. Le reste de la nuit, Jérémie dormit avec moi. Le lendemain fut semblable aux autres matins. Razor Jim me souriait de toutes ses dents, et son regard à nouveau me transperçait l'esprit. Puis, après avoir pris mon petit déjeuner, toujours marqué par la nuit dernière, je partis à la recherche dans les derniers cartons des 2 babyphones. Ils allaient me permettre d'écouter tout ce qui se passait dans la chambre de Jérémie. Je fis un essai assez concluant. J'entendais Jérémie jouer avec ses jouets. Enfin vint la nuit.
Une nuit glaciale, comme d'habitude pour un mois de novembre. La lune, haute dans le ciel, illuminait Paris d'une clarté éblouissante. J'allais enfin me coucher, déposant un doux baiser sur le front de Jérémie, pour lui souhaiter une bonne nuit. Je vérifiai une dernière fois que la fenêtre de la chambre de Jérémie était bien close. Puis je m'en allai dans ma chambre, n'oubliant pas d'allumer le babyphone. Je me couchai avec mon fusil de chasse, plaqué tout contre moi. Si un cambrioleur veut entrer, qu'il entre. Je m'endormis enfin, et maintenant que j'y repense, je me dis que Jérémie aurait pu rester avec moi cette nuit encore. Je me réveillai au beau milieu de la nuit, 3h48. J'entendis un léger bruit sortant du babyphone. Je me redressai sur mon lit et écoutai attentivement. Des sortes de grattements, puis une voix chantant une berceuse dont je n'oublierai pas les paroles. Je me levai rapidement pour aller dans la chambre de mon petit fusil en main. Le babyphone avait été éteint, et je tentai, à mon plus grand désarroi, de gagner la chambre de mon fils, mais sans lumière, que je ne voulais pas encore allumer. Je me cognai contre la porte et les murs, désorienté, paniqué, avançant à tâtons. J'arrivai à la chambre de mon fils, soupçonnant que ce ne soit trop tard, et c'était le triste cas. Ma panique m'avait ralenti, et l'impensable s'était produit. Je pénétrai dans la chambre agrippant mon fusil. Un vent froid me fouetta le visage. Il était là, baignant dans la lumière de la lune, et le sang de mon fils, admirant dans la lune nacrée ses rasoirs au reflet d'argent, d'où coulaient encore des gouttes de sang, et chantonnant « Dors, dors, jeune enfant, ne te fais donc point de mauvais sang. Regarde mes grands, mes beaux amis, ne t'en fais pas, ils sont gentils. Laisse-les donc caresser ta peau si douce. » Il s'arrêta, me regarda, me sourit. Puis il rangea son rasoir, se dressa près de son corps, près du corps éviscéré de mon jeune enfant, et me dit toujours ce sourire glacial aux lèvres. Je ne prends que le foie. À cet âge, ils sont excellents. Il se mit à rire, et c'est alors que je me suis évanouie. Le lendemain, j'étais dans une chambre d'hôpital. Un commissaire s'adressa à moi dans l'après-midi. Il savait que j'étais innocent, et il me promit qu'il retrouverait le malade qui a fait ça. Dans les semaines qui suivirent, je fus transféré dans un hôpital psychiatrique pour traumatistes sérieux. Je n'eus plus de nouvelles de l'enquête, mais dans les journaux, j'appris que d'autres meurtres du même type avaient eu lieu dans toute la France. Un homme assassinait de jeunes enfants, de 3 à 14 ans, et repartait avec leur foi. La presse et la police ne lui donnèrent pas de nom. Moi seul prononçai encore dans mon sommeil le nom de personne qui avait gâché ma vie, Razor Jim.